RMC, le grand oral des grandes gueules. Grand oral des GG avec le philosophe et essayiste Michel Onfray. Et ce nouveau livre, bonjour Michel Onfray. Bonjour. Décadence, sous-titré de Jésus au 11 septembre, vie et mort de l'Occident, 650 pages. Et votre cas s'aggrave, Michel Onfray, parce que alors maintenant vous reprenez les théories des néoconservateurs américains qui nous expliquaient au moment du 11 septembre aux États-Unis qu'il y avait un choc des civilisations. C'est ce que vous dites. Vous dites d'ailleurs notre civilisation judéo-chrétienne est en train de mourir. Oui. Oui, vous avez raison, j'aggrave mon cas, parce que il y a toute une corporation d'intellectuels de gauche qui nous disent que le réel n'a jamais lieu, et même quand la preuve est faite que le réel a bien eu lieu, ils nous disent que le réel n'a pas eu lieu. Je dis bon, d'accord, vous avez assassiné Huntington quand il a fait son livre en disant que c'était un néoconservateur, donc un homme de droite, donc un homme de droite ne pouvait pas penser juste, et je dis mais le réel a donné raison à ce monsieur, et moi qui suis un homme de gauche, je préfère donner raison au réel, donc à la droite quand elle a raison, et donner tort à la gauche quand elle se trompe. Mais sur quoi se base votre réflexion pour expliquer que notre civilisation est en train de mourir? Ah bah vous n'avez pas lu mon livre alors. Si, non mais tout le monde l'a. Ceux qui nous écoutent n'ont pas lu. Je sais bien. Sinon, on s'arrête là. Non, je plaisante. Je table sur une culture minimale, qui est la culture des cartes postales. C'est-à-dire, les gens ont tous vu les pyramides égyptiennes, le Parthénon, le Forum à Rome, ou Stonehenge, Karnak, etc. Et chacun sait que les civilisations sont mortelles, puisque toutes sont mortes dans le passé et que toutes meurent aussi dans notre présent. Mais on a l'impression que la mort, ça concerne tout le monde sauf nous. Ça va pour les individus, mais ça marche aussi pour les civilisations, et que notre civilisation ne donnerait pas de signes de fatigue, d'épuisement, voire de mortalité. Moi, je pense qu'elle est effectivement en train de laisser sa place, qu'elle a duré 2000 ans, et alors je fais la démonstration en partant de plein de choses. C'est-à-dire, je suis pas un décadentiste à la Zemmour ou Finkielkraut en disant c'est la faute de mai 68, ou de l'extrême droite disant c'est la faute à la Révolution française. Moi, je dis dès le début du XVe siècle, à partir du moment où on découvre Lucrèce, les manuscrits de Lucrèce, on se dit la raison peut servir à autre chose qu'à justifier Dieu. La raison peut inquiéter de Dieu, poser des questions à Dieu et à la religion. Et à partir de ce moment-là, la raison travaille, et elle travaille à faire place à la philosophie et à détruire la religion. Et comme je pense qu'une civilisation, c'est toujours une religion qui se trouve cristallisée, mais je pense effectivement vous dites le Dieu du Vatican est mort sous les coups du Dieu de la Mecque. Oui, j'ai dû le dire quelque part après. Vous faites partie, enfin, vous dites un des moments clés de ce déclin de la civilisation occidentale, c'est la fatwa qui a été lancée par l'Iran contre Salman Rushdie. Oui, enfin je dis qu'il y a un moment donné où on a vu très précisément que l'Occident avait perdu, c'est qu'à partir du moment où un écrivain comme Salman Rushdie a fait son travail, c'est-à-dire qu'il a proposé une fiction, c'est-à-dire un roman, les versets sataniques, et que un gouvernement entier, là, dans sa totalité, l'Iran a décrété une fatwa sans même avoir lu le livre. Je fais la démonstration que le livre n'avait évidemment pas été lu, comme souvent quand on juge vite de gros livres. Eh bien, je me suis aperçu qu'en Occident, l'Occident qu'on dit judéo-chrétien, personne n'a vraiment résisté. Si, Bernard-Henri Lévy, qui a fait un vrai travail de philosophe, d'ailleurs, à cette époque-là, et très bien. Bravo à Bernard-Henri Lévy sur ce sujet-là. Mais effectivement, il a fait savoir qu'il y avait un problème. Fatwa qui a été reconduite, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et on n'a rien dit. C'est-à-dire, on n'a pas rappelé nos ambassadeurs, on n'a pas fait savoir qu'on allait changer nos relations diplomatiques, on n'a pas fait savoir que c'était inadmissible qu'un écrivain soit... Le manque de courage ne veut pas dire la mort d'une civilisation. Si, parce que bien sûr, quand on n'a plus de courage, c'est qu'on n'a plus de force. Quand on n'a plus de force, c'est qu'on existe moins. Et quand on existe moins, c'est qu'on n'existera plus bientôt. Je sais pas, mais j'ai quand même l'impression que aujourd'hui, au niveau de l'islam, les gens pratiquent pas forcément plus, bon, hormis dans certains pays, mais en ce qui concerne l'Occident, chez nous, j'ai pas l'impression que les musulmans soient beaucoup plus pratiquants que les catholiques. Donc je vois pas en quoi ils auraient plus de pouvoir sur notre civilisation que les autres, hormis effectivement sur quelques secteurs où des politiques font du clientélisme et acceptent tout et donnent raison à tout. Mais moi, j'ai du mal à concevoir cette chose-là. Non, mais je parle pas des musulmans. Oui, non, mais on parle de l'islam, on parle pas. On est d'accord. Faisons la part des choses. Oui, mais si on parle d'islam au niveau intégré, ça représente quelle proportion? Le problème, c'est pas la proportion. Les choses changent avec les minorités agissantes et pas avec les minorités silencieuses. L'islam est fort en France de minorités silencieuses considérables qui sont républicaines, laïques, fraternelles, solidaires, qui ne posent aucun problème.
Aucun. Et je le dis bien, des majorités, des grandes majorités même. Mais il suffit de minorités silencieuses agissantes, agissantes, pour voir qu'effectivement ça peut poser problème. Et il y a des oppositions entre un Occident et ce qui n'est pas l'Occident. Et on le voit bien, il suffit de peu de gens et de peu de gens déterminés avec peu de moyens, des armes qu'on achète. Ça pose problème, je le conçois, mais dire de là à anéantir une civilisation, ça me paraît quand même quelque chose d'un petit peu exagéré. Non, je fais un travail sur 20 siècles. Oui. Donc vous racontez l'histoire de la civilisation judéo-chrétienne. Si on va prendre la métaphore de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Une goutte d'eau dans un vase ne fait pas déborder un vase qui n'est pas plein. Donc il y a 600 pages pour expliquer comment c'est rempli le vase. Et j'explique qu'à un moment donné, il suffira d'une goutte, et ça aurait pu être autre chose. Si ça n'avait pas été cet islam intégriste menaçant l'Occident, ça aurait été autre chose. Parce que les civilisations meurent à un moment donné avec des petites choses, rien du tout. On finit par dire, mais pourquoi la civilisation, Rome... la richesse est aujourd'hui toujours en Occident. Les plus fortes, plus grosses puissances sont les puissances européennes et américaines. Alors effectivement, il y a l'émergence, puis vous parlez pas du tout de l'Asie, vous parlez pas de d'autres civilisations qui se sont aussi mises en place. Vous êtes simplement dans la guerre, dans l'affrontement entre l'islam d'un côté et le christianisme de l'autre. D'abord pas seulement. Ensuite, je fais l'histoire de l'Europe judéo-chrétienne. Donc je ne vois pas que la Chine aujourd'hui menace l'empire judéo-chrétien ou l'Europe judéo-chrétienne. Je ne vois pas que Confucius soit problématique. Elle menace peut-être économiquement. Ah, ça, je pense effectivement que le jour où les Chinois auront décidé de mettre la France à genoux, s'ils le décident un jour, l'Europe reste encore la première puissance économique au monde. C'est-à-dire qu'on se voit toujours avec un regard noir et sombre. Non, c'est pas un regard noir, c'est que moi je ne pense pas le monde à partir du CAC 40. Je pense que la richesse, c'est le travail de tous, c'est la façon de vivre. Pas seulement. Moi, je pense à partir de la spiritualité, pas à partir de la richesse. On peut produire beaucoup de voitures, on peut inventer des téléphones performants, on peut envoyer des gens dans l'espace et même viser la conquête de Mars, et en même temps être spirituellement à genoux, ce qui est le cas de l'Occident qui ne croit à aucune valeur. Aucune valeur. Personne n'est prêt à mourir pour une valeur en Occident. Personne. Heureusement. Bien, je dis pas que c'est mourir bien. pour des idées, d'accord, mais je sais bien, comme je disais, le philosophe. Je sais bien, mais je constate. Je dis pas c'est bien ou c'est pas bien. Je dis simplement que ce que nous présentons comme des valeurs occidentales, eh bien, personne n'est prêt à dire moi je donnerai ma vie pour un iPhone ou pour la prochaine voiture intelligente ou pour je ne sais pas quoi. Non, on n'a pas envie de mourir. On a envie de survivre le plus longtemps possible et le plus longuement possible dans quelque état que ce soit. Fatima. Parce que là, vous parlez de l'iPhone, justement, comme si l'Occident, la société occidentale, ça se limitait à finalement ce qui était le capitalisme. Parce que je vous rejoins sur plein de choses. Le fait que nos sociétés encouragent une forme d'égoïsme et d'égocentrisme, le fait que les apparences soient de plus en plus là, avec du vide derrière. Tout ça, est-ce que ça, pour moi, c'est plus les dérives du capitalisme. Et vous n'évoquez pas vraiment ce point-là. C'est ce qui m'a le plus étonné. Et de la même manière, on parle de vous comme si vous étiez pessimiste, mais lorsqu'on regarde votre couverture, ne serait-ce que la couverture, l'illustration de la décadence, je peux montrer. Donc on a une porte très lumineuse comme ça. Donc on a l'impression d'avoir la mort au tarot. C'est-à-dire la mort au tarot, c'est une bonne carte puisque c'est la résurrection. Et donc il y a quelque chose de très spirituel chez vous où on vous voit attaquer, dire que Jésus n'existait pas, être vraiment très violent avec le christianisme, présenter presque le christianisme comme une secte qui a réussi. Et dans un même temps, on sent au détour de phrases qu'il y a un vrai désir de spiritualité, c'est-à-dire un vrai désir de Dieu chez vous. Non. Alors expliquez-nous ce paradoxe. Il y a plein de choses à dire. C'est cet aspect que j'aimerais. Et quel est votre règlement de compte personnel dans tout ça aussi, avec le christianisme surtout, ça m'intéresse. Alors 95% de cette couverture, si vous ne prenez que l'image, représente une maison en train de s'effondrer. Oui, mais avec une porte lumineuse. Ah oui, il y a une porte lumineuse. Mais enfin, la porte lumineuse, c'est jamais que la porte qui signifie que c'est une maison. Donc vous pouvez effectivement imaginer que derrière, c'est l'au-delà, c'est Jésus, c'est Dieu, c'est le sacré, c'est le divin ou je sais pas quoi. Pas du tout. Moi, je suis juste en train de montrer, encore que c'est une image, je veux dire, c'est une illustration, juste en train de montrer que la maison est en train de se fissurer avant qu'elle ne s'écroule. Alors la porte, la luminosité, etc. Bon. La mort et la mort, alors. Alors ce règlement de compte avec le christianisme.
Alors c'est pas un règlement de compte. Je veux dire, C'est moi, comme ça que Fatima Justement, oui, justement. bah, c'est pourquoi je vais vous répondre. Je pense pas qu'il y ait un règlement de compte. C'est-à-dire que quand on fait un travail de démythologisation, ce qui est mon travail depuis le début, c'est-à-dire qu'on essaie de traquer les mythes là où ils sont. Les mythes, ce sont des histoires qui sont faites pour mener les peuples par le bout du nez. Les religions font partie de la mythologie. L'opium du peuple, comme bien vous faites sûr, une version. bien sûr. Mais la politique fonctionne comme ça aussi. Et ça fait très longtemps que je suis athée. Enfin, aussi loin que je remonte, je l'ai été. Politiquement, je n'ai pas toujours été athée. Je le suis devenu. C'est-à-dire, j'ai cessé de croire aux farces et aux bluettes, aux histoires, aux mythes et mythologies qu'on nous raconte pour dire, mais un philosophe propose la raison. Un philosophe propose des raisons d'espérer plutôt que des fictions qui font espérer en quelque chose qui n'advient jamais. Parce que à lire ce livre et à vous écouter, il n'y a plus de raison d'espérer. C'est une trilogie. C'est une trilogie. Cosmos là avant, celui-ci Décadence et le troisième que je vais vous proposer. Espérance. Résurrection. Votez machin, votez bidule. Non, le prochain s'appellera Sagesse. J'ai souvent utilisé l'image du Titanic qui coule. Je pense que notre civilisation est un bateau qui coule parce qu'effectivement il y a des voies d'eau et que ça va couler et qu'il ne nous reste plus comme espoir, puisque vous voulez parler d'espoir, moi je dirais comme dignité, que de mourir debout. Oui. Donc il faut sombrer avec élégance. Oui, mais ça, voilà. Pour vous, c'est une certitude. Il n'y a pas une possibilité de sauver ce qu'on est, de sauver où nous allons réagir. Il est encore temps de réagir. Non, pour vous, c'est une fatalité. Bah, écoutez, regardez dans tout le personnel politique, on voit la primaire de droite, primaire de gauche, on les voit tous arriver en disant moi je supprime 500 000 fonctionnaires. L'autre qui dit, ah non, moi 300 000. Et puis de l'autre côté, on dit, moi j'en rajoute 20 000. L'autre qui dit, ah mais moi j'en rajoute 40 000. Oui, mais vous en avez qui sont en dehors de ces primaires. Alors, oui. Il y a le Messi Macron. Oui, oui, qui veut en mettre 5 000 aussi, je te rassure. Oui, c'est ça. Il peut marcher sur l'autre. Ah oui, non, mais bien sûr. Non, mais après, on peut faire la même chose avec Marine Le Pen. Vous avez Mélenchon. Avec Marine Le Pen ou avec Jean-Luc Mélenchon, qui eux disent qu'ils sont dans d'autres logiques, mais on a déjà vu Le Pen au pouvoir, Marine Le Pen au pouvoir et Jean-Luc Mélenchon au pouvoir. Il s'appelle Tsipras. Et on a vu ce que ça a donné, Syriza en Grèce. Ils sont arrivés exactement avec le même programme. On a vu Marine Le Pen dire fantastique, merveilleux, formidable. On a vu Mélenchon dire merveilleux, fantastique, formidable. Il est arrivé au pouvoir. On lui a dit, ben voilà, maintenant vous y allez, vous avez le pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait, Tsipras? Il a dit, je fais un référendum pour savoir si vraiment vous m'avez donné le pouvoir. On lui a dit, ouais, d'accord, mais vous l'avez fait. Il dit, oui, mais enfin, je voudrais que, et on recommence. On dit, mais attendez, vous mettez tout le monde sur le même bateau. Attendez, est-ce que c'est pas trop, alors vous êtes un peu dans tous pourris, tous nuls. Je donne des faits. Non, mais. Des faits. Ah oui, mais c'est facile, vous caricaturez, c'est à vous résumer. Fillon a ses 500 000 fonctionnaires, Macron a autre chose. Rien pour l'instant, encore rien. On n'a pas eu le droit, ça va venir. Non, mais je veux dire, est-ce que c'est pas trop facile de rejeter tout le monde en bloc? Je vous dis simplement que vous écoutez, il faut rester à la maison. On ne vote pas au mois de mai prochain. Mais non, moi je vote pas. Ah, vous votez pas? Non, mais on peut faire de la politique autrement. Mais comment alors, c'est ce que j'allais vous demander, parce que là, à sa question, vous avez répondu en parlant des politiques sur les raisons de l'espoir, mais j'aimerais que vous nous parliez des citoyens, parce que lorsque dans votre façon assez binaire de penser parfois, moi je ne me retrouve pas. Alors je me dis peut-être que je suis dans l'angle mort de votre pensée, dans ces gens qui sont ni lorsque vous dites nous, lorsque vous dites eux, je ne me retrouve ni dans le nous que vous décrivez, ni dans le eux que vous dénoncez. Je me retrouve dans un espace qui est dans votre impensé, j'ai l'impression. C'est la première chose. Lorsque vous parlez des catholiques ou des chrétiens, non mais pour tout, en disant que Jésus n'existe pas, je trouve ça très violent pour les gens, pour qu'il y a des gens pour qui Jésus a une place très importante, et c'est violent de le dire de cette façon. Pour ceux qui croient pas, c'est aussi violent que de nous dire qu'il y a un homme qui est au-dessus de tout le monde et qu'effectivement il est là-haut. C'est aussi violent. Ce qui est violent, c'est de dire la raison est de mon côté, et si tu crois en un ami imaginaire, parce que voilà Jésus, je suis pas là pour défendre Jésus, mais moi quand je lis ça, mais oui, mais je défends Jésus parce que la croyance, la je peux te représenter que non. Moi, pour moi, là, tu m'agresses. À partir du moment où tu dis, bah si, à partir du moment où pour toi il y a un Dieu, je te parle de sa phrase. Il y a un Dieu et tout, de ne pas croire. Non, je te dis pour Jésus. Je parle pas de Dieu, je parle de Jésus, parce qu'il dit, il n'existe de ce personnage aucune preuve tangible en son temps. Et l'idée, non, mais voilà, mais l'idée, je donne des faits, moi. C'est ça va dans le truc du christianisme comme une secte qui a réussi. Et puis des fêlés qui se mettent ensemble. Donne la différence entre une secte et puis là. Un chrétien qui lit ça, on lui dit, bah, t'es un imbécile et t'as ton ami imaginaire. J'ai pas dit ça. Alors, Michel Onfray répond. Qu'est-ce que vous dites à un chrétien qui se sent un peu vraiment bousculé par ce livre? Alors, Michel Onfray. Alors, je dis d'abord qu'il me lise, parce qu'évidemment, si on dit Jésus n'existe pas, point à la ligne, vous avez tort, etc., je voudrais donner les raisons qui me font dire une chose pareille. Oui, mais même en les lisant, parce que j'ai lu vos, voilà.
ça? Je veux pas faire des procès, mais je veux dire que il y a dans l'Ancien Testament, le livre des Juifs, l'annonce d'un Messie qui est à venir. On nous dit ce Messie viendra, il dira ceci, il fera ceci, il se comportera comme cela, et voici ce qu'il dira, et quelques-unes de ses paroles sont même signalées. Et puis un jour, dans la secte juive, il y en a quelques-uns qui disent mais ce Messie n'est pas à venir car il est venu et il s'appelle Jésus. Jésus déjà ça veut dire qui a sauvé, sauve et sauvera. Déjà, le nom. Et comme par hasard, ce Jésus, il est très exactement ce qu'annonce l'Ancien Testament. Et comme par hasard, on annonçait qu'il allait mourir sur une croix en disant telle ou telle parole, et, c'est-à-dire 3 ou 4 siècles avant même l'existence de Jésus, et comme par hasard, il meurt sur la croix en disant les paroles qu'on avait annoncées, etc. Tout au début, tout au départ, il n'y a pas de preuve, il n'y a aucun évangéliste n'a connu Jésus. Aucun. Tout le monde croit que les évangélistes ont connu Jésus et ont fréquenté sa table, sa maison, etc. Luc, Marc, Matthieu, Jean, aucun. Parce que le premier qui commence à écrire, il écrit plus d'un demi-siècle après la mort de ce fameux Jésus qui n'a pas existé. Donc c'est une espèce de figure qui est constituée avec des collages de religions orientales. Il y a des religions qui viennent d'un petit peu partout, et puis etc. À un moment donné, cette religion qui est une secte, parce que justement ils sont obligés de se réunir dans les catacombes parce qu'ils sont pourchassés, devient une religion par la grâce d'un homme, un seul, l'empereur Constantin, qui décide que Jésus a existé et qui décide avec sa mère, alors qu'il a fait tuer tout le monde, Constantin autour de lui. Il décide avec sa mère Hélène de partir en Palestine et comme par hasard, elle retrouve des morceaux de la vraie croix, de quoi faire une forêt entière. Elle retrouve des clous qu'il y avait sur la croix. On retrouve tout. Et puis d'un seul coup on dit Jésus, Marie, Joseph, le Père, Jésus de Nazareth. Nazareth, il est né à Nazareth. Nazareth n'existait pas à l'époque où Jésus est censé naître. Ça donne l'impression, lorsqu'on vous dit, qu'on n'appellerait pas ça de décadence, mais presque la fin d'une supercherie. On a l'impression avec vous, c'est fini, tant mieux. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Je réponds à votre question. Vous insultez les catholiques. Je dis d'une certaine manière, oui. Ah oui, enfin, si vous estimez que depuis quelques minutes, je suis en train une sorte de christianophobie, alors. Non, pas du tout. Parce qu'il y a l'islamophobie, il y aurait la christianophobie. Non, j'ai pas dit ce terme-là. Moi, je dis, est-ce que vous pensez aussi à quelqu'un pour qui Jésus est important dans sa vie, plus qu'un personnage imaginaire? Moi, par exemple, j'ai pas eu d'enfant. Vous mettez dans une posture qui est paradoxale. Non, mais j'ai pas eu d'enfant. Mais je pense que si j'avais eu des enfants, je ne leur aurais jamais dit que le Père Noël existait. Jamais. Non. Vous avez cru au Père Noël, vous? Évidemment, on m'a dit qu'il existait jusqu'au jour où j'ai découvert le cadeau sous le lit, etc. Donc il y a juste un moment donné où il y a dans l'humanité les gens qui estiment que il vaut mieux des croyances et des fictions qui rassurent à des vérités qui inquiètent. Le travail du philosophe. Non, le travail du philosophe. La petite souris, c'est pas grave, par exemple. On peut faire croire à la petite souris aux enfants. Non. Mais c'est parce que c'est des contes. Non, on raconte aux enfants que certains croient à cette histoire qui est une histoire. C'est tout. C'est pas exactement la même chose. En disant d'aucuns croient que le Père Noël arrive, descend par la cheminée comme par hasard, il a les couleurs de Coca-Cola rouge et qu'avant Coca-Cola, le Père Noël n'existait pas. Et puis on lui explique pourquoi il y a un sapin et pourquoi le sapin de Noël, c'est justement, c'est une tradition païenne. Pourquoi il est prétendument né le 25 décembre, votre Jésus là. Même un enfant de 5 ans. Moi, je dis ça à mon fils pour Coca-Cola. Et à la fin, je lui explique même Coca-Cola, 5 ans et demi. Et après, moi, je dis, mais faut pas le dire aux autres, ceux qui croient au Père Noël, ils peuvent. Mais après, il a envie d'y croire parce qu'il va me dire, bon, ça aide. Mais j'y crois quand même. C'est dit, il est là, le Père Noël, il dit, c'est vrai, il est content quand même. Dites-lui qu'il a le droit de croire, tout en sachant que c'est une croyance. Michel, on ferait la déconstruction du christianisme. Mais tout de même, dans votre livre aussi, vous regrettez que le curé ne soit plus à sa place. Je regrette pas. Mais on va en parler dans un instant, la suite des GG. Et c'est Michel Onfray qui passe le grand oral des GG avec ce livre Décadence. Michel Onfray, là, juste avant de se quitter momentanément, je disais, est-ce que vous regrettez le temps où le catholicisme était beaucoup plus présent dans le pays, avec le curé qui était un interlocuteur incontournable pour les gens de la cité? Non, je regrette pas ce temps-là. C'est pas parce que je fais l'analyse de la décadence que je suis un décadentiste qui voudrait restaurer l'ordre ancien en disant ramenez-nous les curés avec la soutane, le latin, les hommes et les femmes séparés dans l'Église, etc. Entendons-nous bien. Quand je fais l'analyse de Vatican II, je dis c'est mai 68 avant l'heure au Vatican parce que tout ce qui était sacré disparaît. Et
finalement, on remplace le plain chant, le grégorien, les grandes orgues par la guitare. Jésus revient, etc. La flûte de Pan, et que c'est pas exactement la même chose. Et d'un seul coup, les femmes et les hommes sont mélangés. Le prêtre qui était dans la direction de l'Orient, c'est-à-dire dans le... S'occupe des petits garçons. Ne me faites pas C'est une autre direction. C'est une autre direction. Ouais, moi, je trouve que ça caricature. C'est ça, mais c'est pas que ça. Moi, j'ai pas dit ça. C'est clair. Allez-y, finissez, pardon. Donc, voilà, Vatican II. Non, parce qu'avant, il était de dos. Non, mais avant, il tournait le dos à ses fidèles parce qu'il était dans la direction du soleil levant et que il était dans la direction de la lumière parce que de là reviendrait la lumière, etc. Donc, ça supposait il avait un rapport au sacré qui était particulier et que derrière lui, il y avait la foule et qu'il était l'intermédiaire. Il était l'entre-deux. C'est celui qui était en contact avec le sacré et qui pouvait permettre au peuple de ses fidèles d'être lui aussi en contact avec le sacré. Quand on dit c'est fini tout ça, on tourne le dos du prêtre qui regarde l'assemblée, ça veut dire autre chose que du symbole. Ça veut aussi dire qu'effectivement les hommes et les femmes sont mélangés, que la communauté est là, mais que le sacré il est derrière. On l'a dans le dos le sacré. Et que pour le coup, la vérité du christianisme n'est plus dans la transcendance, n'est plus dans le sacré, la vérité elle est dans le public. Et le Vatican II nous dit très précisément que la vérité du christianisme, c'est l'ecclésia, l'assemblée, les fidèles, et que ce sont les chrétiens qui sont la vérité du christianisme. Alors je dis pas c'est bien ou c'est pas bien, je dis juste que ceux qui faisaient des études de théologie, qui savaient ce qu'était la transsubstantiation, les mystères, etc., l'Eucharistie, enfin tous les gens qui ont consacré leur vie à ce sujet-là, ils étaient mis à égalité avec le chrétien de base qui se retrouvait dans l'église. Et je dis, je trouve ça ni bien ni pas bien, je dis juste que, effectivement, c'est un signe de cette décadence qui fait, je l'ai déjà dit beaucoup, mais que, par exemple, moi, de mon bureau à Caen, je vois l'abbaye aux hommes de Guillaume le Conquérant a pu construire. Il construit il fait construire ces abbayes-là, il y en a deux, abbaye aux hommes, abbaye aux dames, puis il y a le château, etc., en 10 ans. 10 ans, il met debout je ne sais combien de cathédrales. Vous prenez la carte des monastères cisterciens au XIIe siècle en Europe. Il y en a partout. Vous dites effectivement une espèce d'efflorescence et de vitalité du christianisme qui est sidérante. Aujourd'hui, si vous prenez une église contemporaine comme la Sagrada Familia, décidée par Gaudi à Barcelone au XIXe siècle, elle a tout le XXe siècle pour se construire, elle est toujours pas construite. Elle est au XXIe siècle et quand vous y allez, il y a encore des grues qui bossent sur cette église. Pire ou mieux, Benoît XVI, pape en exercice, alors s'en vient consacrer une église qui n'est pas terminée. C'est-à-dire une ruine entume, comme aurait dit Alphonse Allais. C'est une ruine, cette église, mais le pape s'en vient nous dire, bon, allez, je la consacre parce que on n'y arrivera pas sinon. Et comme par hasard, ce pape, d'ailleurs, est obligé de démissionner, probablement avec le discours de Ratisbonne, pour qu'on y mette un pape jésuite extraordinaire, tellement jésuite qu'il prend le nom de Saint François d'Assise, d'un franciscain. C'est exactement le contraire de ce qu'est le jésuite. Donc, si effectivement vous ne voyez pas là-dedans une espèce de preuve de l'effondrement du christianisme, c'est que je me suis mal exprimé. Oui. Pourtant, aujourd'hui, le candidat à l'élection présidentielle qui a le plus de chances de la remporter dit ouvertement qu'il est chrétien sur un plateau de 20 heures dans un JT. C'est preuve que le christianisme n'est pas mort. C'est preuve que François Fillon n'est pas mort. Mais François Fillon n'est pas le christianisme à lui tout seul. Ça se saurait. Et puis si, en plus de ça, la vie de François Fillon avait été chrétienne depuis le début, on l'aurait su. Et peut-être aurait-il marché pieds nus, peut-être aurait-il été comme Saint François, enfin je sais pas. En quoi il n'est pas chrétien? Non, je dis pas qu'il n'est pas chrétien, je dis simplement qu'il y a des christianismes divers et multiples. Le christianisme de Jésus, auquel je donne une présence tout de même spirituelle, hein. Le christianisme du Jésus des évangiles, ce serait plutôt le christianisme de Saint François d'Assise. Mais le christianisme de Paul avec son glaive, c'est plutôt le christianisme du pape François jésuite. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez celui qui dit que nul, on peut pardonner les péchés parce que nul ne lui jette la première pierre s'il n'est pécheur, etc. On se dit c'est pas exactement la même chose que Saint Paul qui est là et qui dit je suis venu avec le glaive pour régler le problème. Il me semble que François Fillon est plutôt l'homme du glaive donc il est un certain type de christianisme, mais je pense que tous les chrétiens il y a des évêques qui disent il faut accueillir des migrants et puis d'autres qui se disent mais moi j'adore ces évêques-là parce que je veux dire que quand il y a des évêchés, qu'on voit la grandeur et la beauté des évêchés, quand on voit les curés, qu'on voit leurs presbytères qui sont immenses, etc. Moi ce que j'aime c'est que les gens donnent l'exemple. Et si tous les curés accueillaient dans leur presbytère, des migrants, et si tous les curés accueillaient dans leurs églises, et dans leurs cathédrales, dans leurs évêchés, et des migrants en quantité, parce qu'il y a de la place, hein, on peut vraiment le faire. Alors là, il serait crédible. Mais c'est quand même
très bien d'avoir des jolies bagues avec des belles pierres précieuses, des crucifix comme ça, etc. D'être monseigneur ceci, monseigneur cela, de dire il faut accueillir les migrants, et puis si vous ne le faites pas, vous êtes un pécheur, alors que soi-même on ne le fait pas. Donc on peut dire accueillir les migrants si on le fait soi-même, quand on en a les moyens. Tout le monde n'a pas la possibilité d'accueillir des migrants chez soi. Mais qu'il commence par donner l'exemple, parce que le christianisme c'est ça pour moi. Et voilà pourquoi je ne suis pas chrétien. Parce qu'il y a peu de chrétiens vraiment chrétiens. D'ailleurs Nietzsche dit à un moment donné, il y a eu qu'un seul chrétien, c'était Jésus, et il est mort sur la croix. Vous connaissez la formule chrétien le dimanche, crétin le reste de la semaine? Je n'insulterai pas les chrétiens en disant une chose pareille. Si la civilisation judéo-chrétienne, le judéo-christianisme qui a vécu pendant 2000 ans disparaît, qui va remplacer, quelle civilisation va remplacer celle-là, alors? Ah ça, faut demander à Jacques Attali, spécialiste en projection dans les millénaires suivants. Mais moi, je sais pas faire ça. Je peux voir des directions. Je me dis effectivement, ça viendra de l'islam, ça viendra de la Chine, ça viendra de l'Inde, ça viendra des grands blocs spirituels de notre planète. Parce qu'on a besoin de spiritualité. Oui, oui. Non mais c'est pas des grands blocs. On a besoin de spiritualité. C'est des grands blocs fissurés aussi. C'est-à-dire que l'islam représenté comme un tout, il y a des grandes divisions internes. Et là aussi, pour par exemple, chrétiens orthodoxes, catholiques, protestants, uniates, chrétiens d'Orient, encore aujourd'hui. Pourquoi une civilisation athée, c'est pas possible? Mais parce que d'abord, on n'en a jamais eu l'exemple, d'une part, et puis d'autre part, quand on a eu un début d'exemple, par exemple avec l'Union soviétique, pas le national-socialisme. Je montre que Hitler était catholique et qu'il fait l'éloge du Jésus qui chasse les marchands du Vous dites d'ailleurs le christianisme a contribué à l'antisémitisme. C'est ce qu'on vous reproche d'ailleurs beaucoup, ce raccourci. La Shoah, c'est à cause, en gros, du christianisme. Oui, ça c'est effectivement, ça c'est un raccourci. Je dis juste que quand on lit les pères de l'Église, que probablement les gens qui me critiquent n'ont pas fait, mais et je donne tous les textes et je dis quels sont les pères de l'Église qui nous ont dit que Jésus est mort à cause des Juifs qui l'ont condamné. C'est pas moi qui ai inventé l'affaire. Hein. Et pendant des siècles et des siècles et des siècles, il faut attendre le XXe siècle, il faut attendre après la Shoah pour que le christianisme officiel dise qu'effectivement les Juifs ne sont pas un peuple maudit et que ça n'est pas le peuple de le communisme était aussi une religion, le communisme. Alors, pour revenir à cette question, quand il y a effectivement une espèce d'effacement de la transcendance et du sacré, vous voyez comment ça réapparaît. Le culte du grand homme, le culte du livre qui dit la vérité, l'espèce de constitution d'un clergé de bolchevique ou de commissaire du peuple, et qui nous dit l'inquisition, les tribunaux, les exécutions, etc. Donc, je ne crois pas qu'on puisse construire une civilisation sur autre chose que sur une spiritualité qui, quand elle devient politique, devient une religion. Hier, à cette même place, était assis Yann Moix. Yann Moix, l'écrivain, cinéaste, chroniqueur d'On n'est pas couché, qui venait avec ce livre Terreur, parler des djihadistes d'aujourd'hui, pauvres en pensée, et on lui disait, tiens, demain, c'est Michel Onfray, est-ce que vous avez quelque chose à lui dire? Donc voilà ce que voulait vous dire Yann Moix. Demain, à cette même place, sera assis Michel Onfray, avec son livre Décadence, où il estime que la civilisation judéo-chrétienne telle qu'elle est en train de mourir et qu'elle va être dépassée par l'islam. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? D'abord, je le salue, puisque je m'étais assez mal comporté avec lui à On n'est pas couché, donc je voulais lui dire que je lui tends la main et que si un jour il veut débattre, ce sera avec plaisir, car je reconnais mes torts dans cette histoire. J'espère que vous transmettrez le message. Je l'ai attaqué trop violemment, et puis finalement ça a abouti à un non-débat, et j'en suis le responsable à 100%. Et je pense qu'il a raison. J'ai pas encore lu son livre, mais Michel Houellebecq lui-même avait fait ce constat, et il est clair que toutes les civilisations, même si on est attaché, meurent, et il y a quelque chose qui est en train de se passer, et qui nous écrabouille lentement mais sûrement. Michel Onfray. Oui, c'est moi. Oui. Merci à Yann Moix. Prêt à discuter avec lui. Bien sûr. Je trouve que c'est très élégant ce qu'il fait. Je suis très heureux, très touché, et bien sûr que je vais reprendre contact avec lui. Et on n'a pas besoin d'aller au-delà de ça. C'est très très bien. Je le remercie pour ça. Maintenant, il n'y avait pas de questions à proprement parler. Non, c'était juste pour vous l'écouter. Non, je suis très heureux de ça parce que on n'est pas couché avec Yann Moix. J'ai été invité, j'ai refusé, justement en disant que Yann Moix ne permettant pas le débat, j'avais aucune raison d'y aller. Donc là, vous allez accepter là. J'en sais rien, je sais pas, je vais réfléchir. Oui, si j'y vais peut-être, parce que effectivement c'est important de savoir que des gens puissent dire, je me suis pas bien comporté, j'aurais dû faire les choses autrement, etc. Donc voilà, dont acte, je prends connaissance de ce que vous dites avec émotion, parce que je trouve que c'est plutôt rare et ça me fait plaisir, parce que je pense que c'est un grand écrivain. Je l'ai dit d'ailleurs le soir même où il a été si agressif. Et je le crois toujours. Je crois que c'est vraiment quelqu'un qui est extrêmement talentueux, mais que là où il est, dans cette position-là, un poste qu'on m'avait proposé que j'ai refusé, il y a une espèce de règle du jeu qui fait qu'il faut être agressif et qu'il l'avait été.
Je pense qu'on peut dire des choses vives sans agresser les gens, sans insulter les gens. Et s'il me dit des choses vives sans m'agresser, il y a aucun problème. Nous nous reverrons. Alors tiens, justement, puisqu'on parle de choses vives, de reproches que l'on peut parfois adresser, ça va nous amener à ouvrir notre rubrique. Vous restez avec nous, le Grand Prix de l'Élysée. Et l'agacement du candidat Manuel Valls, qui tous les jours est en campagne, tous les jours rencontre bien sûr les journalistes, ils disent alors monsieur Valls, votre campagne ça patine, alors monsieur Valls, vous regardez les sondages, alors vous avez vu les perspectives, peut-être que vous serez éliminé. Manuel Valls, agacé. Vous posez les mêmes questions les uns et les autres depuis plusieurs jours. Vous ne savez pas faire autre chose. Moi, je suis tourné vers les Français. Et je ne répondrai plus à ces questions que vous répétez. Vous êtes trompés, pas que vous d'ailleurs, sur tous les pronostics passés concernant tous les scrutins qui ont eu lieu un peu partout dans le monde et en Europe. Ça, c'est pas de votre responsabilité. En France aussi. Voilà l'agacement de Manuel Valls vis-à-vis des journalistes que l'on peut comprendre peut-être aussi, non Michel Onfray? Non, pas avec des gens comme ça. Les journalistes ont le droit de secouer un peu des gens qui sont des menteurs comme des arracheurs de dents, qui disent une chose, le contraire, autre chose encore après, qui utilisent le 49.3, qui disent qu'il ne faut plus l'utiliser, et qui après utilisent les sondages quand ils sont favorables, et puis ne les utilisent plus quand... Non, il y a un moment donné où faut accepter. C'est la même chose avec les gens qui sont pas contents parce qu'on retrouve des photos d'eux volées dans les presses à scandale, alors qu'ils font des fausses photos volées et qu'ils y consentent, etc. Il y a un moment donné où quand on est dans cette espèce de course aux voix, parce qu'on sait qui il est, Manuel Valls. Il est en train de dire qu'il est le contraire de ce qu'il était, qu'il a changé. Mais enfin, c'est une honte pour la politique d'avoir des gens aujourd'hui qui nous disent allez, je voudrais bien être élu là. Qu'est-ce que je peux faire pour être élu? Je vais vous dire que tout ce que j'étais, je ne l'étais pas. J'ai changé, j'ai compris. L'exercice du pouvoir m'a changé. C'est le cynisme absolu. Oui, absolu. Donc les journalistes ont le droit de temps en temps de dire bah alors les sondages, vous en faites quoi? À ce moment-là, il répond sereinement ce qu'il a à répondre, mais il n'y a pas à être énervé comme il l'est parce que c'est le jeu médiatique. J'ai du mal à comprendre que nos politiques aujourd'hui, qui savent très bien que tout est enregistré partout maintenant, c'est-à-dire que n'importe quel propos va être ressorti 1 an, 2 ans, 3 ans après. Ils sont capables de dire exactement tout le contraire de ce qu'ils ont dit 6 mois avant. Voilà, que ce soit sur les SF, que ce soit sur les on peut changer aussi. On a le droit de changer. On peut aussi mesurer l'intelligence. Tu peux pas non plus casser tout ce que les autres mettent en place. Mais il y a un parcours politique. Dire, ah ben oui, on va rechanger maintenant. Oui, enfin non. Désolé. On peut quand même mesurer l'intelligence de quelqu'un quand il a utilisé plusieurs fois le 49.3, qu'il entre en campagne et que dans les premières heures de son entrée en campagne, il dit une chose aussi stupide. Il peut pas imaginer que aujourd'hui tout est sur Internet. Vous avez raison. C'est-à-dire n'importe quel propos tenu peut même être volé par un truc, etc. Est-ce qu'il a vraiment besoin? Est-ce que les Français attendent qu'il dise quelque chose sur le 49.3 pour ou contre? Bien sûr que non. Pourquoi dit-il cette chose-là? Il a des conseillers en communication. Oui, il a voulu faire anticiper sur les critiques. Il y a pas qu'Internet, c'est faire insulte quand même aux gens. On s'en rappelle, c'est pas il y a 10 ans, 30 ans ou 50 ans, c'est pas l'histoire. Mais il tire les conséquences de ce moment-là. C'est le présent. Là, moi, ce que je vois surtout quand je l'écoute là, c'est sa colère, mais sa colère contre lui-même. Parce qu'il sait évidemment qu'il a fait une erreur, ou je l'espère. Il est extrêmement mal à l'aise, les sondages vont pas, et c'est tellement plus facile d'attaquer les journalistes. Et en plus, c'est un homme politique, il n'a fait que ça dans sa vie. Il savait très bien qu'aujourd'hui, enfin le lendemain, les journalistes allaient complètement l'assassiner. Oui, mais ils s'en privent pas. Oui, mais Claire, taper sur les journalistes, ça te rend plutôt populaire en général. François Bayrou l'avait fait à son époque. Pas sur un mensonge aussi énorme que ça, c'est pas possible. À un moment donné, dans une campagne présidentielle, il y a toujours un candidat qui pense que stratégiquement c'est payant de s'en prendre aux journalistes. Bayrou l'a fait, Mélenchon l'a beaucoup fait, Valls le fait. Tu as remarqué que tous ceux que tu es en train de nommer là n'ont jamais gagné. Oui, enfin, ça leur a permis à un moment donné, d'exister. Je me souviens très bien de François Bayrou qui ne cessait de dire dans tous les médias qu'il n'était jamais invité par ces mêmes médias. Et finalement, il a fait culpabiliser tout le monde. Et à ce moment-là, tout le monde l'a reçu, etc. Trois campagnes et malheureusement rien. Il devrait peut-être faire un demi-tour et puis reprendre la sortie. Et puis l'autre candidat qui a reprenait la parole, c'est François Fillon, dont on a parlé il y a quelques instants. Avec ses sourcils broussailleux. Et ben justement, François Fillon qui a eu cette adresse envers mes confrères. Vous devrez faire en 2017 comme avant avec ma réserve, avec mes sourcils broussailleux, dur travail.
Drôle. Oui, mais en fait, nous dit hier, ce qu'il a dit, je ne bougerai pas, je ne varierai pas, j'ai mon cap et j'irai jusqu'au bout, voilà, avec mon caractère, avec ma façon de faire, avec ma façon d'être, Michel Onfray. Une citation, les sourcils broussailleux. Vous vous souvenez quand même? Non, c'était qui? Karine Le Marchand. Oui, oui, c'est ça. C'est ambition intime. Donc, ambition intime, d'accord. C'est quand même du second degré. Et il faut faire de l'herméneutique. Mais ça m'intéresse qu'il ait pu dire ça et renvoyer à ses sourcils, parce que je suis en train d'écrire des carnets de campagne, là. Donc des petits portraits, un peu dans l'esprit de La Bruyère ou de Saint-Simon, un peu vache de temps en temps. Et donc, je me suis fadé toutes les émissions de Karine Le Marchand. Vous verrez ce que j'en pense. Mais dites-nous. Et oui, alors un grand succès ces émissions. Et alors? Non mais donc ça interroge ce succès. Des bêtises qui ont du succès. Les jolies jambes, formidables, un décolleté formidable. Et voilà. Et puis, alors ça c'est du sexisme. Oui, bien sûr. On n'a encore jamais vu de journaliste dépoitraillé comme ça. Regardez, montrez-nous votre toison, messieurs. C'est peut-être moins intéressant que celui de Karine Le Marchand. Quand Ségolène Royal dit des bêtises sur Castro et qu'on lui dit que ce sont des bêtises, elle dit que c'est du sexisme. On a le droit si vous voulez l'égalité, mesdames, acceptez qu'on dise de vous que vous dites des sottises quand vous dites des sottises. C'est le fait de parler du décolleté des belles jambes. Vous avez joué sur la mise en scène. La mise en scène, la posture sur le canapé. Quand vous êtes sur le canapé et que vous avez une jupe assez courte et que vous avez ce type d'argument, plus les propos qui vont avec. Quand il dit à François Bayrou, ah bon, vous murmurez à l'oreille des chevaux, et si j'étais une jument, que me diriez-vous à l'oreille? C'est pas sexiste, ça? Bien sûr qu'elle a dit ça. Oui, mais alors. Et donc, on revient au sourcil broussailleux. Elle-même, elle fait souvent des blagues comme ça. Des blagues, sauf que ça, ce sont des blagues sexistes quand ce sont les hommes qui les font. Imaginez que vous deux, vous disiez à Ségolène Royal, et si j'étais votre étalon préféré, que murmuriez-vous à l'oreille, je suis pas sûr qu'on accepterait beaucoup. Moi qui suis féministe, vraiment, je pense que ce qu'on passe pas aux hommes, on doit pas le passer aux femmes non plus, et y compris ce genre de choses. François Fillon pense que cette émission l'a aidé à gagner la primaire. Alors, je voudrais finir sur cette émission parce qu'à un moment donné, effectivement, elle dit alors quand même vos sourcils broussailleux. On le sait très bien, les musulmans le savent bien, les cheveux, le système pileux, etc. C'est l'érotisme, c'est tout ça, quoi. Dans le genre, la touffe, François Fillon. Et puis, il accepte, il répond, etc. Et puis, l'émission se termine, mais elle ne se termine pas, parce qu'il y a toujours des moments où quand on a arrêté les caméras tournent encore. Puis au montage, vous pouvez monter et intégrer dans l'émission ce dont vous pensiez vous-même quand vous faisiez l'objet du tournage, que finalement ce serait dans les rushs et qu'on ne le montrerait pas. Et à un moment donné, il se lève de ce fameux canapé qui est à l'extérieur et il dit, et j'aimerais qu'on retrouve la phrase, parce que j'ai vu ça, je me suis dit, il dit quand même ça, il dit des émissions comme ça devrait pas exister. Ah oui? Ouais. C'est-à-dire que ce qu'on nous fait voir, les jambes de cette dame, les belles jambes de cette dame, et François Fillon, ce qu'il dit, puis finalement ce qui reste, et puis au bout du compte, ce qu'aura été la conclusion, ce type qui dit bon, je l'ai fait, mais ça ne devrait pas exister des trucs comme ça. Je pense que quand il dit vous allez faire vous les journalistes avec mes sourcils broussailleux, il dit en gros les journalistes ce sont tous des Karine Le Marchand, ils font le même boulot, exactement le même, c'est-à-dire pas le fond. Alors deux choses, Karine Le Marchand, elle répond aux critiques en disant que c'est des critiques d'intellectuels qui ne supportent pas les émissions populaires. Oui, d'accord, mais elle va avoir du mal à faire la démonstration que j'aime pas ce qui est populaire. Ce sera difficile avec moi. Je pense que le peuple ne mérite pas ça. Que le peuple c'est autre chose comme ça. Et que quand on essaie de séduire le peuple aussi bassement, on insulte le peuple. Le peuple, il a sa dignité. Il a le sens de l'honneur. C'est quelqu'un de grand, le peuple. Non, c'est lui qui appuie sur le bouton. Vous avez regardé cette émission, moi je l'ai pas regardé, la première j'avais pas. Donc vous avez certaines personnes dans le peuple qui aiment ce style d'émission. Oui. Et à la limite, ça les rassure, ça va, et puis d'autres qui les écoutent mais il y a pas, du qui peuple les regardent le pas. peuple aime aussi Cyril Hanouna, c'est pas la preuve que Cyril Hanouna est populaire et défendable, parce que quand on donne des mauvaises nourritures à des gens, ils finissent par s'habituer à des choses qui ne sont pas comestibles. Et voilà. Merci Michel Onfray d'être passé par le grand oral des GG. On rappelle le livre, le titre du livre. Décadence. Chez Flammarion. Édition Flammarion. Merci d'avoir passé le grand oral.